Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je m'appelle Alexandre, je suis réalisateur et scénariste et aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos, des interviews avec des personnes qui créent le cinéma. Ils sont derrière la caméra, ils sont réalisateurs, scénaristes, ils font de la régie et aujourd'hui on a un invité très spécial qui est le premier qui va ouvrir cette série de podcasts et c'est Baptiste Pigache. Bienvenue. Merci beaucoup, Alexandre. Comment tu vas? Très bien, et toi? Oh ouais, ça va, je suis content de t'avoir. Moi aussi, je suis content de venir, c'est trop cool. Donc, je te fais une courte présentation Ouais. pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc, toi, tu viens de la Drôme, tu Mhm. réalises des courts-métrages depuis que tu es enfant. Ouais. Et tu es scénariste, réalisateur, monteur, parfois tu fais même chef décorateur, Mhm. et perchman, cadreur. Tu touches à tout, quoi. Ouais. Ouais. Perchman cadreur, c'est surtout par défaut, avant que je commence à un peu rencontrer des gens dont c'est le vrai taf. Mais sinon, tout le reste, ouais. Mais du coup, ça t'a permis aussi d'apprendre ces métiers, j'imagine. Ouais, de tester un peu, de bidouiller, de faire des trucs, d'essayer quoi, un peu à droite à gauche quoi. Et bidouiller, je trouve, on va y revenir, Mhm. mais je trouve que c'est un mot qui te va bien. Ouais, Je voudrais qu'on commence un peu par aussi tes origines. En fait, ok. d'où ça te vient, cette envie de raconter des histoires et de faire du cinéma? C'est un peu deux choses différentes. Raconter des histoires. Enfin, déjà, en fait, il y a plus le truc à la base. Ce que j'aime faire, c'est créer, fabriquer des trucs. Donc, que ce soit. Bon, maintenant, là, c'est des films, des histoires, tout ça. Mais ça a été. Quand j'étais petit, j'ai toujours bricolé, fabriqué, fait des dessins à droite à gauche. Et des dessins, des petites sculptures. Enfin, bref, j'ai toujours été très Manuel? manuel. Ouais. Et en fait, raconter plus le cinéma, en fait, ça vient de. Je sais pas si tu vois le film Soleil sympa rembobiné de Michel Gondry. Non. En gros, ça raconte. Ça raconte l'histoire de gens qui ont effacé toutes les bandes magnétiques d'un vidéoclub et qui, pour pas qu'ils tombent en faillite, ils retournent tous les films avec les moyens du bord. En fait, quand ce film est sorti, ça a lancé tout un truc où plein de gens retournaient les films avec les moyens du bord. Et en fait, moi, avec mes frères et sœurs, on a fait ça pour Star Wars. En gros, on a retourné les scènes de Star Wars pendant peut-être 10 ans. Et petit à petit, on est arrivé jusqu'à la moitié du Star Wars, le 4, quoi, le premier, celui de Vous 77. avez retourné la moitié de Star Ouais, Wars 4? et sur 10 ans, et donc petit à petit, genre au début, j'avais quoi? J'avais 6 ans, tu vois. Et je faisais ça avec mes frères et sœurs et ma mère pour l'anniversaire de mon père. Wow. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premiers films où je faisais les effets spéciaux, tu vois, où je faisais du papier découpé et tout. Mais je faisais ça quand j'avais 6 ans et du coup, c'est le premier truc rapport à faire des films, c'était, du coup, tu disais bidouiller, c'était un Mhm. peu ça, quoi, du coup. Et tu faisais ça avec ta famille? Ouais, avec mon frère, ma soeur et ma mère. Ok. Et puis en fait, après, j'ai commencé à faire mes films un peu à écrire des histoires et du coup petit à petit j'en ai parlé aussi à mes amis à droite à gauche, à ma famille plus éloignée, genre mon grand-père, ma grand-mère et mon grand-père qui joue encore toujours dans, enfin, le dernier court-métrage que j'ai tourné, il joue dedans, tu vois, encore. Et puis et mon petit frère aussi, il joue dans mon dernier. Enfin, Il joue dans beaucoup de films, non, ton petit ben en frère? fait, les deux, ils ont joué. Donc, ouais. En gros, il y a à la fois le truc du début, c'est un peu par défaut. Tu fais tes premiers films, du coup, tu fais jouer ta famille parce que c'est les acteurs que tu as sous la main. Et ensuite, en fait, ils sont bons aussi. Du coup, je me dis, bah, en vrai, même des fois, j'essaye de dire, bon, je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. En fait, il n'y a personne qui va mieux que mon grand-père pour tel rôle. Et du coup, bah, je dis, bon, bah, tant pis. T'as Je- l'impression que ça a influencé ton style, ce truc de tourner en famille, de, de, de création familiale? euh, mon style, je sais pas. Mais Ou peut-être les histoires que tu racontes, les thématiques que tu ouais, bah c'est abordes? sûrement. Mais en fait, le truc, c'est moins le fait. Enfin, en fait, je suis quand même quelqu'un de très famille. Genre, j'ai grandi dans une famille nombreuse, on est 5 frères et sœurs. Et du coup, on est très proches, et on a beaucoup fait de choses ensemble. Et il y a un peu. On est un peu. Moi, je fais partie des grands de la famille. On a des petits frères. T'es l'aîné? Non, je suis le deuxième. Mais Ok. en fait, il y a un peu les trois grands et après les deux petits frères qui sont arrivés un peu plus tard. Et du coup, il y a un peu des rapports différents. C'est-à-dire que j'ai fait mes premiers films avec mes frères et sœurs, mais les grands, entre Mhm. guillemets. Et avec mes petits,
Mes petits frères, bah, là, c'est plus un peu un truc de transmission aussi, où genre, j'ai mon tout petit frère qui veut être comédien, du coup, je le fais jouer dans mon film. Et puis lui aussi, il a écrit ses premiers films là, pour se faire jouer lui-même. Il fait Trop des bien. petits Marvel. Tu dois être fier. Bah ouais, c'est trop bien. Je voudrais qu'on aborde un peu Mhm. ton style. Parce que c'est Ok, pas un style qu'on voit partout. C'est pour ça aussi que je voulais t'inviter. ouais, Parce que c'est quelque chose où tu abordes des histoires fantastiques. ouais, C'est souvent des récits qui sont très poétiques, qui sont hors du temps. ouais, Il y a beaucoup de nature dans tes ouais, films. Tu m'as dit que tu viens de la Drôme. ouais, On en reparlera après aussi. En fait, tu cherches aussi à poser des questions existentielles et à parler d'une poésie qui est rare aujourd'hui. Tu parlais de Michel Gondry, je ne sais pas si c'est une grande influence pour toi, mais ma question c'est, est-ce que créer des mondes avec d'autres codes, est-ce que ça te permet de parler de notre monde? Est-ce que ça te permet de t'évader? pourquoi, pourquoi essayer de créer d'autres mondes plutôt que de parler juste d'un mec qui va à la boulangerie? bah, en fait, voilà, il y a mille choses dans ta question. Oui. Mais déjà, pourquoi j'aime raconter des histoires fantastiques, tout ça? Quand j'écris mes histoires, je fonctionne visuellement. J'ai des images qui me viennent en tête et après, j'écris le scénario qui va avec. Et, et visuellement, j'ai envie de m'amuser et de créer des espaces qui n'existent pas, créer des... En fait, si je tourne... j'ai déjà essayé de faire des petits films qui se passent ailleurs que dans un univers... Enfin, dans un univers normal, en fait, entre guillemets. Bah, Ça te ça- saoule? c'est pas que ça me saoule, mais que ça m'excite moins, on va dire. Alors que dès que je crée un univers qui n'existe pas, ou alors un espace de conte, un passé imaginaire, ou des espaces-temps un peu bizarres, ni passé, ni futur, vraiment un peu entre deux, bah c'est un peu excitant, tu vois. Et du coup, je me dis, ah, comment chercher un espace qu'on n'a jamais vraiment vu, un truc, des, en fait, des trucs, ouais, c'est ça, c'est le terme, c'est des trucs qui peuvent être excitants, quoi. Et comment tu fais pour créer ces univers? Du coup, tu t'inspires de quoi? D'où ça vient? Il y a deux choses. Déjà, j'adore fabriquer des petits trucs. Et donc, souvent, je parle aussi de la construction. Là, j'ai fait un film qui s'appelle La fréquence 95.6. Mhm. Et il y a tout un truc avec des antennes un peu bizarres et tout. Et c'était le fait de construire cette antenne un peu qui m'a fait faire cette histoire. Il y a du Jean-Pierre Jeunet, il y a Mhm. du Michel Gondry, il y a du Miyazaki. Enfin, c'est des films, enfin, c'est des réals dont j'adore les univers. Et forcément, ça m'imprègne. Plein d'artistes modernes où, tu vois, j'aime trop l'art brut. Souvent, il y a ce truc-là d'accumulation d'objets, de mélange de bric-à-brac. Enfin, je pense que Mhm. je puise à la fois consciemment et inconsciemment dans plein de trucs. Genre là, tu vois, le lien avec l'art brut, j'y pense maintenant, mais j'y avais jamais. Enfin, C'est vrai que ouais, maintenant que tu le dis, ça me paraît simple. Parce que justement, dans la ouais, fréquence, combien 95.6. 96, tu as ce personnage qui a ce chariot Mm, et qui traîne, enfin qui le pousse, et il y a par-dessus, enfin il y a une sorte de machine ouais, pour capter des ondes. ouais, Et c'est un grand bric-à-brac, ouais, il y a 1000 trucs, ouais. il y a de la ferraille, il y a plein de trucs. Et Je suis en train de réaliser des trucs là, mais. en fait, t'aimes l'art Oui, brut. non, mais ça, Ok. ça c'est sûr. Mais là, tu vois, enfin, je suis en train. Moi, je viens d'un village qui s'appelle Outrive, dans la Drôme, où dans ce village, il y a ce qu'on je sais pas si tu connais, le palais idéal du facteur cheval, Oui, ouais. Ouais. qui est un chef-d'œuvre de l'art brut. Mhm. Et en fait, je suis en train de me dire, mais en fait, mon personnage, c'est un peu un facteur cheval, parce que le facteur cheval, il a construit son palais en ramassant des galets, des pierres sur son chemin, et petit à petit, il a construit son truc. Mais en fait, je crois qu'il y a un peu de ça, et il mettait ses galets dans une brouette. Je suis en train de le réaliser, mais je pense Et que. ton personnage, c'est ça aussi, tout ce Bah qu'il ouais, ramasse, en fait, il ramasse des antennes et il les met dans son caddie pour se fabriquer lui son antenne. En fait, Waouh. je viens de le. Ça, c'est un truc inconscient C'est une et je séance pense qu'il y de a. psychothérapie là qu'on est en Ouais, train de faire. exactement. Mais c'est. Enfin, en fait, c'est sûr qu'il y a de ça. Ouais, c'est ça. Et, Forcément. et aussi dans ce caddie, il Ouais, y a ces machines, justement. ouais, C'est pas la seule machine, on parlait avant ouais, d'un autre de tes films où il y a aussi une machine qui est bidouillée, ouais, à fond. C'est toi qui les fais, ces machines. ouais. Et tu pars de quoi? Comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais déjà à quoi elle va ressembler avant de créer la machine? C'est un peu un mélange des deux. Genre, j'ai des images, je me dis, ok, j'ai envie de faire un truc un peu. Une machine un peu brinque-ballante. J'ai envie qu'il y ait. En fait,
peut-être je fais d'abord des dessins et après c'est au feeling quoi. J'assemble les trucs, tu fous du fil de fer et tout, des fils qui dépassent, de tout. Enfin, c'est ça que c'est un peu fun quoi. Mais là aussi, dans mon prochain film que je vais faire, j'ai fabriqué une grosse machine avec une amie pour, dans l'histoire, c'est envoyer des étoiles dans le ciel en gros. Wow. Et c'est une machine, mais là c'est n'importe quoi. Où t'as plein, on a récupéré un vieux poêle, plein de tuyaux à droite à gauche et tout. Enfin, en fait, tu vois tous ces trucs, tu farfouilles, tu essaies de trouver, genre, je fouille le garage de mes parents qui ont récupéré plein de trucs. Je sais pas pourquoi ils ont gardé tout ça, mais ouais, heureusement pour moi qu'ils ont gardé tout ce bordel, parce que sinon, bah, enfin, c'est une matière première incroyable. Et puis après, tu vois, pour la fréquence, j'ai un ami de ma famille qui a installé des antennes avant, et du coup, il avait des antennes encore dans son garage. Du coup, je dis, ah, tu peux me passer tes antennes et tout. Il dit, bah ouais, il me les passe, et du coup, enfin, tu vois, c'est un peu de ça, quoi. Genre, c'est un peu en mode facteur cheval qui va chercher à droite, à gauche. Et qui crée avec tout ce qu'il a, en fait. Ouais, c'est ça. Tout ce qui passe devant son chemin. Et puis il y a un peu aussi un truc du fait que mes films ils se font dans une économie nulle. Enfin, il n'y a, presque pas d'économie. Et du coup, quand j'essaie de récupérer un peu d'argent, c'est que pour défrayer les gens et pour la location de matériel, mais pour tout ce qui est la construction, je fais que dans la récup, quoi. Ok. Et du coup, pour tout ça, Tu penses c'est si parfait. tu avais des gros budgets, tu changerais ta manière de faire? C'est une bonne question. Si j'avais si j'avais ça dépend, genre si j'avais énormément de budget, sûrement oui. Mais est-ce que tu chercherais quand même ce style Ouais, de fou, bah ouais, bien sûr, fait à parce la que main, quoi? ouais, c'est ça. Ouais, je pense. Je pense que si j'ai le moyen de faire un truc avec du moyen, bah forcément j'ai envie de faire tout, mais en puissance 1000. Et du coup, ouais, si, ça m'exciterait de faire des trucs avec du budget aussi. Mais là, j'en ai pas pour l'instant, pas énormément. On verra plus Donc je tard. fais comme je peux et ça donne ce truc-là. Mais si j'en ai, je pense que ce serait quand même après pour retrouver ce Mhm. style-là de bric-à-brac. Ça me fait penser à beaucoup de réalisateurs qui, quand ils Hein. ont des gros budgets, ils font pas les meilleurs films de leur carrière. Et Ouais, donc après, peut-être. peut-être que tu reviendras à quelque chose de... Peut-être. Bah pour l'instant, j'ai pas le gros budget. On verra. Donc Ça heureusement. arrive. Ouais, ouais. Moi, je voulais te parler aussi de tes décors. Ouais. Donc, euh, je trouve audacieux tes films aussi parce que tu tournes beaucoup en nature, tu tournes en extérieur, tu as des décors que je trouve ouf. La dernière colline, tu es dans la Drôme, c'est magnifique, mais tu Mm. as aussi des ruines médiévales, j'ai l'impression. Tu as des sortes de grands champs, de grandes plaines. Après, tu vas dans des forêts qui sont plus sinueuses, Mhm. mais tu as beaucoup de ruines aussi. Il y a même un ancien court-métrage de toi où il y a deux danseurs. Et tu es dans une sorte d'asile psychiatrique en ruine et tout. Ouais. Un urbex. Ouais, exactement. Ouais. Ma question c'est comment est-ce que tu trouves tes décors et à quel moment est-ce qu'ils interviennent dans ton écriture? Est-ce que tu as déjà tes Ouais. décors avant d'écrire? Ouais. Ok, Je peux pas écrire si j'ai pas mon décor en tête. ok. J'écris toujours avec un décor en tête. C'est déjà pour un truc purement matériel parce que comme ça c'est beaucoup plus pratique déjà aussi. Mhm. En fait quand j'écris je me dis où est-ce que je vais tourner mon film, où est-ce que je vais loger les gens Wow. et autour des endroits où je vais loger les gens quel décor existe et avec les décors qui existent comment je peux raconter mon histoire. Mais donc tu fais tes repérages avant d'écrire. Ouais limite. C'est fou ça. Mais parce que en fait comme j'écris à partir de trucs visuels et ben et en vrai, en fait, je fais jamais de repérage après mon écriture. Ou alors pour des petits détails ou pour trouver exactement l'angle exact, mais genre quand j'écris, je pense à des lieux. Ok. J'ai vraiment besoin d'avoir un lieu en tête pour écrire. Et donc est-ce que c'est des lieux que tu connais déjà, par exemple de ton enfance, dans la Drôme ou comme Ouais, ça? beaucoup, pas que, mais beaucoup. Bah, tu vois, là, donc quand j'ai tourné dans la Drôme, une fois, j'avais logé les gens dans la maison de ma famille, tu vois. Et du coup, c'est plein de lieux que je connais par cœur, où je me dis, ok, si on cadre un peu par là, qu'on voit pas l'antenne, qu'on voit pas les trucs moches, la route, hop, on peut se retrouver dans un espace euh, d'un passé imaginaire qui n'existe pas, tu vois. Mhm. Et genre, par exemple, à un endroit, je voulais faire une scène de petit village et tout, et puis en fait,
je sais plus pourquoi, il y avait un événement dans une sorte de château dans un village pas loin de chez moi. Je me dis, ah, mais dans cet axe-là, tac, on peut s'imaginer des ruelles d'une petite ville médiévale. Je me dis, ok, vas-y, on peut tenter ça. Et puis des fois, en fait, ça se fait aussi au dernier moment. Enfin, là, sur ce film-là, c'était un peu tout aléatoire. Et genre, des fois, je me dis, bon, alors, ce lieu n'existe plus, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, je sais qu'il y a telle église là, si on trouve dans cet endroit-là, elle est assez jolie et tout, machin. Ah, si t'avais un lieu en souvenir et Ouais. quand t'es arrivé, il n'existait plus? En fait, il y avait un endroit où je me suis dit, ouais, en fait, dans une promenade, j'avais vu un lieu incroyable. J'avais écrit par rapport à ce lieu. Et en fait, c'était un peu en ruine, mais du coup, entre-temps, bah, ils se sont rénovés. Donc, c'était plus des ruines et il y avait des échafaudages de partout. Du coup, j'étais en mode, bon. Bah, Mais pas quand t'es arrivé le jour du non, tournage. non, 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 Ah, jamais. ouf. Bah, oui, putain, Ok, bon, ouais, ça aurait été super. ça aurait été. Ouais. Et il y a ce rapport à la nature dont je Ouais. veux continuer à parler. Tu parlais de Miyazaki avant, je trouve que Mm. c'est un des plus grands amoureux de la nature. Ouais. Et je trouve qu'on ressent ça aussi. Je crois que j'ai pas vu un seul de tes films où il n'y a pas d'extérieur, où il n'y a pas de la nature. Ouais. Et est-ce qu'il y a aussi quelque chose que tu as envie de dire avec ce fait de tourner en nature, tourner en forêt, tourner dans la Drôme? Dire, je sais pas. Mais où est-ce Mais que c'est... voir, en fait. Enfin, le Hmm. truc, c'est que moi, enfin, je te dis, j'ai essayé de tourner à Paris. Mais en fait, c'est horrible parce que tout est marqué sur n'importe quoi. Tu vois un pan de mur de Paris, tu dis, bah oui, oui, c'est à Paris. Ouais, Enfin, c'est. Et puis, enfin, en fait, je trouve que la ville, c'est plus difficile de raconter ce que tu. Enfin, d'imaginer un autre espace dans la ville. La campagne, c'est vierge. Il n'y a personne qui a tourné un film dans les collines de Artemonnet. Enfin bref, personne ne connaît, enfin, sauf les gens de Montbled, tu vois. Et donc, je peux raconter ce que je veux avec ces endroits qui n'ont été. Enfin, personne n'a raconté son histoire. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont fait, mais tellement moins que dans les rues de Paris où à chaque coin de rue il y a 1000 clips, films, courts-métrages qui ont été tournés. Et, et du coup, moi, enfin, ça me donne beaucoup plus envie quand. Enfin, en fait, j'ai le truc de. Ah putain, j'ai découvert un lieu sympa et tout. Et je peux le montrer dans mes films, tu vois. Genre, ouais, voilà. Et puis les extérieurs, bah, je sais pas. C'est vrai qu'en plus, ça c'est des complications pour le tournage. Parce que c'est être à la merci de la météo, tout ça. Mais je sais pas, enfin, moi je me sens étouffé si je ferais que des films en intérieur. à propos de la météo, je Ouais. crois qu'il y a un de tes films où tu as tourné dans une tornade. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Ben non, mais ça c'est un. Enfin, Donc c'était sur la fréquence, ouais, c'est la ça? fréquence 95.6, il s'est avéré qu'il y a eu une tornade enfin, j'avais jamais vu de ma vie une tornade et elle s'est créée le jour où on tournait. Et du coup, on était en mode, mais. Enfin, on la voyait arriver et on se dépêchait de tourner. Mais en fait, c'était une En séquence. France, on est d'accord, c'est Ouais, en en France. France, mais c'était pas, tu sais, c'est pas les tornades ultra fines Ouais, des États-Unis ou des trucs comme ça, tu vois. C'est des grandes tornades où en fait, du coup, ça tourne, mais très lentement, tu vois. Mais genre, ça arrache pas des trucs, mais genre, quand le nuage arrive, la pluie, elle est à l'horizontale. Genre, t'es en oulala. Wow. Et Et ça, vous deviez tourner une scène. Donc, ouais, c'est ça. En vous fait, avez tourné cette scène. on a tourné cette scène, on l'a tourné du coup en vitesse, avant que la tornade arrive. Et le truc, c'est que c'était une séquence de rêve. Donc c'était magique, ça crée une lumière, mais genre t'avais jamais vu. Genre le ciel était noir et il y avait de l'autre côté, t'avais le soleil qui était là, du coup. Et du coup, il y avait. C'était un peu le soir, du coup, ils étaient un peu orangés et t'avais des nuages noirs, des énormes trucs. Et c'était incroyable pour cette scène de rêve un peu cauchemardesque et tout. Ça Ouais, tombait bien. la première fois que j'ai vu cette séquence, j'ai cru que c'était des VFX. Je me disais, mais c'est vachement bien fait quand même. Il est bon, tu sais, le sky contouring là. Non, 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 Et non, c'est juste une tornade. c'est juste. Putain, Est-ce que tu as eu un peu une prise de conscience en tant que réalisateur de te dire, ok, on tourne quand même, quitte à peut-être qu'il y ait des problèmes? le matin, on a vu la météo. J'étais avec l'équipe, on s'est dit, ok, il y a cette météo là, qu'est-ce que vous voulez faire? Et en mode, moi j'étais en mode, enfin, il n'y avait pas marqué tornade parce que, mais il y avait marqué orage, tout ça, tout ça. Et on s'est Hmm. dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez qu'on tourne ou ça? Enfin, on a eu une concertation ensemble. Et ils étaient tous en mode, non mais vas-y, on tourne et tout. Et du coup, j'étais en mode, ok, on l'a fait. Et du coup, on l'a tourné très rapidement.
et on est vite rentré dans la voiture, se mettre à l'abri. Mais ouais, bah, on a discuté ensemble, quoi, parce que ça engage pas, enfin, ça engage pas que moi. Pas tout le monde pourrait penser ça, justement. Est-ce que tu écoutes souvent, est-ce que tu demandes l'avis de tes équipes sur les tournages? Bah, enfin, t'es un peu obligé. Enfin, surtout quand t'es dans le court métrage et que t'es dans des situations de. Enfin, là, moi, je pense à mon tout dernier court métrage où ça a été très très compliqué à cause de la météo, où on a eu beaucoup de pluie et beaucoup de scènes extérieures. Du coup, on a eu beaucoup de retard. Et jusqu'à la fin, et du coup, ben, on tournait longtemps et tout. Du coup, j'étais beaucoup en concertation avec l'équipe en mode est-ce que ça vous va? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on coupe des plans? Est-ce qu'on tourne? Est-ce qu'on inverse des trucs et tout? Mais ouais, mais du coup, l'équipe était super cool et ils m'ont suivi jusqu'au bout, malgré la fatigue et la difficulté du truc, tu vois. Mais ouais, enfin, ouais. En fait, le truc, oui, 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 tu parles avec les gens, quoi. Il y a autre chose dont je voudrais te parler, c'est tes musiques. Ouais, Euh, Quand je regarde tes films, elles sont très présentes et ouais, très importantes pour ouais. accompagner les personnages. À quel moment de la conception du film est-ce que tu penses à la musique? Est-ce que c'est dès le scénario? Est-ce que c'est une fois que vous avez terminé le montage? Est-ce que tu les as déjà en tête avant d'écrire? Comment ça se passe? Je sais que je vais avoir de la musique parce que j'aime beaucoup enfin, l'effet de la musique sur les images. Souvent, on méprise un peu le côté, ouais, on met de la musique pour rajouter des émotions. Mais moi, je trouve que enfin, c'est trop bien la musique et ça. Et, euh, et si tu arrives à avoir de l'émotion par tes images et qu'en plus, après, tu rajoutes la musique, surtout quand tu fais des trucs de contes, des trucs fantastiques et tout, ça transcende un peu le truc. Mais, euh, mais j'écris. Je, je pense qu'à l'écriture, j'y pense un peu, mais pas vraiment. C'est surtout au montage, en fait. Enfin, en fait, je sais globalement vers où il y aura la musique, mais pas précisément. Et c'est au montage que je teste. Ce que je fais, je prends des musiques que j'adore, de films que j'adore. Je monte avec ces musiques-là pour me donner un rythme au montage aussi. Et, et une fois qu'il y a ça, je vois avec mon compositeur, je lui donne mes références et on discute ensemble. En fait, le compositeur avec qui je travaille, qui s'appelle Raph Chanu, qui est super et je travaille enfin, on travaille ensemble depuis le lycée. En Oh fait, waouh! il était avec moi à l'internat et j'ai compté, on a fait 11 films ensemble. Enfin, des plus petits projets, tu vois, pour l'option cinéma du lycée jusqu'au mes tout derniers films. Ouais. Je bosse Donc vous encore avec connaissez lui. par cœur. Et ben, en fait, le truc, c'est que c'est. Je sais pas si on se connaît par cœur, mais on fonctionne super bien ensemble. C'est-à-dire que moi, j'arrive, je dis, ok, vas-y, je veux cette direction-là, je veux que ce soit un peu dans ce style de telle musique, telle musique. Et après, je lui dis, bah, vas-y, après, du coup, lui, il fait ses tests, il fait sa tambouille. Et après, on discute ensemble et tout. Je lui donne aussi beaucoup de directions, tu vois, sur des instruments. Je lui dis, ah, putain, j'aimerais bien un hautbois là. Hmm. Là, je sens que c'est un tel personnage. Et en fait, on discute ensemble. Et en fait, il compose lui et je suis à côté de lui et Il compose en direct et Ouais, toi c'est ça. tu le guides un peu. Ouais, mais en même temps, il y a plein de moments où du coup je dis rien et c'est lui qui fait ses fouilles, qui farfouille tout ça pendant une heure. Il cherche, il cherche, il cherche. Après, il me fait écouter. Je dis ah ouais. Enfin, tu vois, on est dans un truc de ping-pong mais en même temps, je le laisse assez libre. Enfin, tu vois, parce que enfin, c'est lui le génie quoi de la musique. Moi, j'ai une direction en tête, mais je peux me laisser surprendre par lui aussi. Tu fais pas de musique, toi? J'ai fait un peu de musique. Mais je compose pas et puis enfin, j'ai fait 4 ans de musique quand j'étais au collège quoi tu vois. Ok. Du coup j'ai un peu des refs, je comprends, enfin tu vois, je sais lire la musique, je Ok. connais les rythmes, je connais les instruments, je sais ce que c'est une harmonie, donc je peux discuter avec lui, c'est pas du chinois quand il me parle quoi, mais je peux pas composer. Et donc, tes musiques, toi, elles interviennent après que t'aies tourné, après le montage? Pendant le montage? C'est à dire que je termine mon montage en ayant mis des musiques d'autres films. Mhm. Je lui envoie le film après. Et en général, j'enlève les musiques que j'ai mis. Et comme ça, après, lui, il cherche. Et après, en général, je remonte après mon film, après qu'il m'ait envoyé ses musiques, pour bien que ça matche parfaitement, tu vois, pour que tout
glisse Ok. parfaitement. Ça me fait rire, je crois que c'était Hans Zimmer qui Ouais, disait que les réalisateurs lui envoyaient justement ces films avec des versions, des musiques ouais. d'exemples. Mais même Hans Zimmer, il disait, mais en fait, moi, je dois passer. Les personnes, elles mettent du Mozart. Et puis, tu dois passer derrière Mozart. Mais oui, c'est Et tu ça, vois, c'est même ce Hans qu'il me dit, Zimmer mais disait, faut pas. mais qu'est-ce que je dois faire, quoi? Et c'est pour ça qu'en fait, ce que je fais en général, je lui envoie pas les extraits avec la musique, et je lui Hmm. donne différentes directions de musique, et après, lui, il fait des trucs qui, des fois, ont rien à voir, en fait. Mais juste, c'est plus pour un mood, une atmosphère, pour lui donner une direction. Je voudrais aussi parler de tes personnages. Ouais, Tu parlais de Miyazaki avant. ouais. Et je trouve que Miyazaki, c'est le champion pour avoir des personnages nobles qui souvent sont des enfants. J'ai l'impression qu'il y a un peu ça dans tes films. C'est pas toujours des personnages principaux, mais c'est souvent un duo. Ouais. T'as un personnage qui est par exemple un père et une fille, ou un frère, une sœur et son frère. Ouais. Ou parfois c'est vraiment juste un enfant, Mais ouais, ton frère. effectivement. Et même dans mon dernier, c'est encore ça. Ok. C'est encore une jeune femme et un petit garçon. Là, c'est des voisins. Mais ouais. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'intéresse dans ces personnages des enfants? Il y a, je pense qu'il y a plein de trucs. Il y a le fait que, du coup, quand je te disais, je viens d'une famille nombreuse, j'ai grandi en voyant grandir mes tout petits frères qui étaient des bébés et enfin, j'ai adoré enfin, vivre avec des tout petits. Et enfin, l'enfance, c'est toujours un truc qui m'a trop intéressé. Instinctivement, quand je regarde des films et quand il y a ce qui parle de l'enfance, c'est toujours les films qui m'émeuvent le plus. Hmm. Enfin, il y a forcément le truc qu'on a tous quand on devient adulte, une forme de nostalgie, mais pas vraiment, parce qu'en soi, je préfère être maintenant qu'être enfant. Mais en même temps, t'as quand même un truc de peut-être la fascination pour un regard que j'avais sur des choses, ou même peut-être c'est une forme de peut-être d'imaginaire de l'enfance. Enfin, en fait, ça te renvoie à plein de trucs et enfin, j'ai l'impression que quand on devient adulte, on cherche toujours à garder les trucs de l'enfance. Enfin, en tout cas, moi, j'ai ce truc-là de me dire, putain, je veux pas, enfin, putain, je sais pas pourquoi je pense à ça. Je pense à une comédie musicale que j'écoutais quand j'étais petit qui s'appelle Le Soldat Rose. Et il y a une chanson qui s'appelle Lunettes bleues, lunettes roses, qui parle de garder ses yeux d'enfant. Et il cite plein de petits trucs de garder ses yeux d'enfant pour, genre, quand on peut regarder une montagne de purée sans creuser un petit volcan, Hmm. ce qu'on a perdu ses yeux d'enfant. Et moi, j'étais matrixé par ça. Je me dis, putain, il faut pas que quand je vois une purée, je veuille toujours faire ce petit volcan. Quand je vois de la buée, je fais toujours un petit. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs un peu cons, mais genre un truc de. Tu sais, un truc réconfortant de l'enfance. Enfin, je sais Hmm. pas. Il y a un truc aussi, forcément, tu le retrouveras jamais. Donc, il y a un truc un peu fascinant de ça. Est-ce que tu as l'impression que faire tes films, c'est aussi ça? C'est Ouais. aussi retrouver tes yeux d'enfant? Pas tout le temps, mais des fois, ouais. Mais en fait, je suis passionné par le concept du conte. Mhm. Le conte, c'est un truc qui m'a toujours passionné. Et j'ai toujours essayé dans mes films d'avoir une part de conte dedans. Et genre, c'est vraiment à chaque fois un truc qui me revient en tête. Là, mon dernier, c'est littéralement un conte. Le concept, c'est qui raconte l'histoire de l'apparition de la lune dans le ciel, comme un conte. En fait, le fantastique, c'est ça. C'est bah, voir des choses irréelles, se raconter des histoires sur des choses qui arrivent ou qui sont simples ou qui sont de la vie. Parce que il y a des gens qui prennent le fantastique comme un. Enfin, tu vois, Guillermo del Toro, lui, il dit qu'il croit aux monstres. Moi, je crois. Enfin, j'ai l'impression d'être presque cartésien, mais avec une volonté de. Mais dans mes films, j'ai toujours des trucs irréels. Parce que je sais pas, ça me. Tu sais que c'est pas vrai, mais tu veux raconter des choses irréelles. Ouais, en fait, c'est pas vrai, mais en même temps, le raconter, ça devient vrai un peu. C'est un peu enfin, Mais c'est c'est parce dans que... une forme de jeu, un truc un peu ludique de dire et si Hmm. en fait la lune elle était pas là depuis toujours et en fait elle était apparue. Comment est-ce que ça serait passé en fait? Enfin, tu vois, c'est un truc la Mais j'ai musique. l'impression que c'est ce qu'on cherche un peu dans le cinéma. On sait que c'est pas vrai. Bah ouais. Mais pendant 1 heure et demie, ce sera vrai. Ouais, ouais, aller au bout du concept de la suspension Hmm. d'incrédulité genre
qu'est-ce qu'on peut faire croire à un spectateur pendant un temps ouais, c'est ça, l'excitation de ce truc-là. Mais en plus, en fait, j'ai un rapport très différent, même, je crois, entre les films que je fais et les films que je regarde. Même si, j'adore le cinéma fantastique et tout, mais un des trucs qui m'intéresse le plus dans le cinéma, c'est le fait d'être dans le regard de quelqu'un que... Oula, ma phrase est mal formulée. Mais bref, c'est adopter le regard de quelqu'un que j'aurais jamais. C'est à voir des histoires de... Enfin, ouais. J'ai l'impression que c'est le truc le plus important. Même... Mais du coup, tu consommes plutôt des films, je sais pas, de voyage, des en fait, trucs... je regarde vraiment tout type de films. Ok. Mais pas fantastique. Bah si, du coup aussi. Mais en fait, ouais, peut-être que le... Ouais, en fait, si je dis des phrases comme ça, ce que j'aime dans le cinéma, en fait, c'est pas vrai, parce que j'aime plein de choses. Mais c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais en même temps, tu vois, j'adore le cinéma fantastique, j'adore les films de divertissement où alors là, c'est pas une histoire de... C'est juste t'en mets plein la mirette et puis voilà quoi. Mais enfin... T'aimes le cinéma? Ouais. Je peux regarder vraiment tout type de film, mais je peux pas faire tout type de film. Enfin, ça m'intéresse pas de faire certains types de films que j'adore regarder. Comment tu définirais ton métier? C'est quoi ton but? Enfin, le but d'un réalisateur. Moi, comment j'exerce la réalisation, c'est... Oh putain, c'est une bonne question. Prends le temps. Il y a différents trucs. C'est... déjà, le truc tout simple, c'est raconter une histoire. Mais c'est aussi s'amuser. Enfin, je m'amuse avec... et non, c'est bon. C'est construire une histoire. Dans les deux sens. Genre, à la fois, t'as ton histoire et à la fois, tu construis des choses. Et il y a un truc... pour moi, faire un film, t'as un truc où tu mets les mains dedans, tu griffonnes, tu dessines, tu fabriques des trucs, construire une histoire. Enfin, en fait, c'est tout simple, mais au final, oui, c'est ça. Très bien. Ouais. On va passer à la deuxième partie du podcast. Donc là, on va vous passer plusieurs extraits de certains films de Baptiste et on va un peu interagir. Tu vas nous dire, toi, qu'est-ce que t'aimes, pourquoi tu nous as pris ces 3 extraits aussi, ces 3 plans. Ouais. Et on se retrouve tout de suite. Donc, Baptiste, pourquoi est-ce que tu as choisi ce plan? Ça vient de La Dernière Colline. Ouais. Et ben, du coup, ça, c'est un film que j'ai fait maintenant il y a un petit temps, je crois, il y a 4 ans. Un truc comme ça. Et en fait, c'était surtout pour ce personnage. En fait, dans mes films, j'aime trop créer, ce que je disais, des trucs qui n'existent pas et des trucs un peu mythologiques, un peu symboliques, comme inventer des personnages qui te marquent, notamment ce personnage-là, qui s'appelle l'Azul. Et en gros, il y a tout un truc avec son sac de pommes de terre. Et c'est un personnage qui, en avançant, fait tomber des pommes de terre de son sac troué. Et ça, tu vois, c'est typiquement une idée que j'ai eue pour commencer à écrire l'histoire. C'est une idée visuelle. C'est à un moment donné, je me rappelle exactement où j'étais. Je marchais dans la rue pour rentrer chez moi. Je vois un magasin classique, tu vois. Et je vois des pommes de terre. Je me dis, oh putain, imagine, ces pommes de terre tombent. Enfin, j'ai eu l'image de ces pommes de terre qui tombent. Je me dis, putain, il y a un truc visuel, il y a un truc cinématographique, il y a un truc symbolique où tu peux voir un personnage avec un sac troué qui sème ses pommes de terre comme tu vois un truc de présence, de temps qui passe. Et j'ai eu ce visuel de... Enfin, tu vois, en fait, il peut avoir mille sens, un côté... enfin, j'aime beaucoup aussi quand j'écris avoir des trucs qui peuvent avoir différentes interprétations. Moi, j'aimerais pas donner mon interprétation sur qui est ce personnage. Et j'aime bien aussi le mouvement que tu as. On est du point de vue du petit garçon. Il y a tout un long truc où en fait la scène est un peu dans un champ contre champ où on voit à la fois ce petit garçon qui le regarde et ce plan là où il le suit à la trace comme mais tout en gardant cette distance là, tu vois, entre les deux.
Et moi, j'aime Ouais, j'aime j'aime bien beaucoup. ce truc. Et en plus, on voit un peu les patates par terre, là, vraiment comme il les Bah sert. ouais, Ouais. mais c'était tout un truc. Du coup, il donnait des petits coups d'épaule là Ouais. pour que ça tombe. Enfin bref, voilà. Et ça, c'est ton grand-père. Et c'est mon grand-père qui joue ce personnage. Donc c'est trop bien, là. Il y a ton frère Il y a mon et il petit y a ton frère grand-frère. et mon grand-père C'est incroyable. qui jouait ça, quoi. Super. Ouais. On passe au deuxième plan. Ouais. Donc ça vient de ton film La Fréquence 95.6. Voilà. La Et, fréquence 95.6. et Et est-ce que tu ouais. peux nous décrire un peu le moment de ce plan aussi? Bah donc c'est une scène un peu un, un peu un nœud dramatique du film où après une dispute, les deux personnages se séparent, donc Hmm. le père et la fille. Et la fille a un peu trahi la confiance de son père et elle s'en va en poussant ce caddie. Le fameux caddie fait de briquet de broc. Voilà. Et en fait, le caddie, il y a tout un truc symbolique de ce caddie. Donc le père qui lui là, qui a perdu sa femme et qui croit que sa femme lui parle à travers les interférences d'une radio. Mhm. Et du coup, lui est persuadé de ça. Et sa fille a une vision plus cartésienne de ça, de la chose. Et donc, euh, et donc là, après une trahison qu'il y a eu entre les deux, elle prend son caddie et elle s'en va. Hmm. Et il y a tout un truc un peu symbolique de ce caddie qui représente un peu la, le deuil que porte ce père, parce qu'il y a tout plein de plans. On le voit pousser son caddie un peu comme une âme en peine, un peu comme un peu comme un Christ avec sa croix ou un comment il s'appelle attends Celui qui pousse le rocher. ouais c'est ça merde bon j'ai plus Je sais plus comment il s'appelle non plus, mais... Sisyphe voilà un peu comme un Sisyphe quoi Ok. et Et donc là, ouais, t'as ce travelling arrière, c'est ça? voilà c'est ça et donc dans l'idée j'aimais bien le côté dramatisation de cette séparation où en gros on suit donc on suit la petite fille qui s'éloigne en prenant la, un peu la peine de son père Mhm. et qui le quitte avec lui qui, qui reste au fond en fait et et Ouais, qui j'aime reste bien. tout seul en arrière-plan. Et qui devient de plus en plus petit aussi, de Ouais, plus en plus lointain, c'est comme s'il y a ça. une distance entre eux. Et à un moment, j'aime bien, il y a un regard entre les deux. Ouais. Mais ils sont super, je les aime trop. Les deux comédiens, ils sont extraordinaires. Je les ai. Enfin, C'est là, ouais. tu vois, juste là, il y a un petit En regard. fait, ils étaient tellement bons. Ces deux comédiens qui sont très dans l'impro. C'est-à-dire que le père, c'est un clown dans la vie. Il est clown. Trop bien. Et il monte des spectacles. Et du coup, il est super fort en improvisation et en gestuelle et en visage. Il est très fort. Et la petite fille, je l'ai trouvée dans un cours de théâtre d'impro. Et en fait, ensemble, ils marchaient super bien dans leur regard. Hmm. euh, parce que parce qu'ils avaient un truc dans. En fait, ils improvisaient, mais pas en parole, en regard, en fait. Plein de moments, ils se jetaient des regards, et tout passait par ce regard. Et du coup, j'ai coupé presque, enfin, énormément de dialogues que j'avais écrits parce que je me dis, mais Je peux con. comprendre. C'est con de rajouter ces dialogues de merde alors que tout est dit dans un seul petit regard qui se lance. Enfin, ouais. C'est super. Ouais, bah, ils sont trop forts. On passe à la troisième. Ouais. C'est un autre extrait de La Fréquence. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est le moment où, en gros, le père commence à construire son antenne, une sorte de grande antenne pour essayer de accentuer le signal de la radio pour retrouver sa femme. Et
Et on voit sa fille qui le regarde un peu avec bienveillance et un peu avec inquiétude en même temps. Enfin, l'inquiétude, arrivera après. Mais dans l'idée, c'était en fait de, de parler de 3 espaces. On commence le plan dans le ciel, enfin même au tout début, on voit que le ciel. Et en fait, l'idée dans la mise en scène de le film, c'était beaucoup filmer le ciel. Parce que le ciel, en fait, c'est comment matérialiser la présence de sa femme qui est décédée. Et donc, c'était avec tout plein de petits détails, et notamment avec un truc, le père est tout le temps en contact avec le ciel. Donc, on commence par ce ciel, avec notamment le vent dans les arbres qui fait comme cette présence. Donc, on a d'abord l'espace de la mer, ici. Ensuite, l'arrivée du père tout petit qui essaye tant bien que mal d'atteindre son épouse, tu vois. Et c'est même marrant, il est tourné dans la mauvaise direction. Ouais. C'est on dirait qu'il n'arrive pas à voir le ciel. Là. Mais en fait, le truc, ouais. Bah, ça c'est pas forcément volontaire, mais c'est vrai que il y a un peu ce truc-là, et puis il cherche, et en fait... C'est vrai, il est tout petit, tout écrasé dans exactement. un coin, là. Et j'aimais trop le fait que dans un seul plan, on ait différentes valeurs de plan, et qu'on termine beaucoup plus rapproché sur sa fille, qui, elle, est un peu plus, du coup, dans la rationalité. Tu vois, lui, il est la tête dans le ciel, et elle a plus, tu vois, les pieds sur terre, dans un espace plus, tu vois, avec les grottes, la grotte ici, l'espace terrestre. Enfin, bref, elle est plus terre à terre, et derrière elle, il y a son père qui fait... qui est tout dans son... Et qui est loin, qui est tout éloigné, qui est tout petit aussi par rapport à elle, qui est bien mis en avant, comme le plan d'avant en fait aussi. Ouais, en fait, j'aime beaucoup jouer avec la taille des personnages, mais pas forcément par le mouvement de caméra, tu vois. Genre, enfin, pas que par le mouvement de caméra. C'est-à-dire que le père s'éloigne parce qu'on s'éloigne de lui, mais aussi parce que sa fille s'éloigne de lui. Là, dans ce plan-là, elle bouge pas, mais elle est en gros plan, lui il est en arrière-plan, et la mère elle est enfin, elle n'est pas présente, mais elle est quand même dans un plan extrêmement large. Enfin, tu vois, on peut l'imaginer, si on l'imagine dans le ciel, elle est minuscule, on la voit pas. Elle est même pas matérielle. Donc voilà. Merci beaucoup Baptiste de nous avoir donné ton temps, de nous avoir expliqué tout ce qui se passe dans ta tête et dans tes films. Merci à toi Alexandre. Avec plaisir. Et pour toutes les personnes qui nous suivent, on va continuer à faire des vidéos, on va continuer à interviewer d'autres personnes, d'autres métiers du cinéma. Notre but c'est vraiment d'essayer de décortiquer tout ce qui se passe derrière la caméra et derrière les films que vous regardez. On a vu aujourd'hui un réalisateur, scénariste multicasquette. On va aussi voir d'autres personnes, peut-être des monteurs, des premiers assistants, des régisseurs, pour montrer un peu comment est-ce qu'on fait les films et tout ce qui se cache derrière. Surtout, n'hésitez pas à aller voir les films de Baptiste. Peut-être tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver ça. Ouais, et on peut les retrouver sur YouTube. C'est à mon nom, c'est Baptiste Pigache. Et puis mes réseaux, c'est mon Insta, Baptiste Pigache aussi, c'est tout simple. Trop bien, merci beaucoup. Nickel. Ouais. Allez, nickel. Super.